Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, Jean-Marc André. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean. Bonjour Bonjour Karine. Jean-Marc. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bassa est là. Bonjour Bassa. Bonjour à tous. Il est 17h29. Karine, est-ce que nous avons tous les inscrits? Je pense qu'on peut encore attendre une petite minute. Il nous en manque quelques-uns. Là, je propose qu'on démarre. Donc bonjour à tous, merci d'être présents à ce troisième webinaire de la série. Nous avions démarré sur les sujets mobilisation des collaborateurs et puis la semaine dernière et puis organisation à mettre en place pour continuer l'activité avec le témoignage de Pfeiffer. Nous avons, comme vous avez pu le constater, lancé un observatoire de la santé des entreprises dont les résultats ont été communiqués fin de semaine, enfin, ce week-end, et dans lesquels on voit que 40% des entreprises commencent à voir apparaître une situation de trésorerie plus que tendue, sujet qui, hélas, risque de se confirmer dans les jours et les semaines qui viennent. D'où le sujet de ce soir, qui va être traité par Karine Salvi et Nicolas Payon, que nous connaissons tous les deux très bien, puisque Karine Salvi, qui est consultante et notamment pour l'accélérateur de BPI, mais qui a eu d'autres activités dans le passé et qui était intervenue en Club Excellence sur Club Excellence du label sur la gestion du cash, a contribué d'ailleurs au nouveau référentiel du label. Merci Karine d'être avec nous. Et Nicolas Payon, directeur administratif et financier de Pracartis, qui est également ancien expert comptable et ancien juge au tribunal de commerce. Donc, ils vont à tous les deux nous présenter pendant une demi-heure quelques outils pour aider à piloter mieux cette trésorerie pendant la crise. Je vous propose donc une demi-heure de présentation avec Karine et Nicolas, et ensuite de réserver vos questions, ou plutôt d'écrire vos questions sur le chat, et puis on les posera par paquet de questions dans la deuxième partie du webinaire. Karine et Nicolas, je pense que on peut vous donner la parole. Merci à vous. Bien, bonjour à tous. Je me permets aussi de présenter Anne Briffaz, qui est responsable de la gestion RH au niveau du groupe
qui a bien voulu m'accompagner parce que j'imagine qu'il risque d'y avoir des questions sur le chômage partiel. Et elle est beaucoup plus spécialiste que moi, donc je la remercie d'avoir bien voulu se joindre à nous et éventuellement elle vous apportera des réponses à vos questions. Aborder aujourd'hui la problématique de la crise sous l'angle de la trésorerie, c'est se poser la question de savoir qu'est-ce que je dois faire dans cette période compliquée, quels sont les éléments qui sont à ma disposition, comment est-ce que je peux les analyser, comment est-ce que je peux les comprendre, comment est-ce que je peux me projeter. Bien difficile aujourd'hui de se projeter sur un quelconque niveau de chiffre d'affaires dans cette période compliquée. Mais en attendant, il faut bien que notre société elle continue à vivre, il faut bien qu'on arrive à gérer cette trésorerie qui petit à petit risque de fondre. Hein, c'est bien le risque auquel on peut être confronté. On n'est pas habitué à gérer des situations où on perd du jour au lendemain 50% ou plus de notre chiffre d'affaires. Et il faut bien évidemment se préparer et essayer de trouver des solutions. Alors pour aborder cette présentation, on va se partager le sujet en deux avec Karine. Moi, je vais l'aborder un peu sur les choses urgentes à faire, hein, et puis l'application des dispositifs un peu nouveaux qui ont été mis en place. Et puis Karine vous présentera plus particulièrement tout ce qui concerne les outils que vous pouvez mettre en œuvre, et notamment le plan de trésorerie. C'est un outil indispensable aujourd'hui à mettre en place dans nos entités. Moi, je suis aussi dans la nôtre parce que c'est pas encore parfait chez moi. Voilà, mais on y travaille et on l'améliore. Donc c'est un outil essentiel qu'il faudra que on vous présente et que vous puissiez à un moment donné développer. Et je vais vous tourner un peu les slides en même temps que je vous parle quand même, c'est quand même beaucoup plus simple. Si ça va bien descendre. Merci de gérer la technique. Ça ne bouge pas. Alors on va faire autrement. Voilà. C'est pas une technique à résoudre. Revenez sinon en mode PowerPoint, pas présentation. Ouais, voilà. Ça ira très bien, Nicolas. Alors, si on se pose la question de la gestion de trésorerie, aujourd'hui en cette période de crise, je vous propose de l'examiner au travers de 3 temps. Et on va se focaliser aujourd'hui que sur le premier. Il y a 3 temps pour moi, c'est-à-dire le premier temps, c'est le temps de l'urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'instant tout de suite dans les jours qui viennent? D'accord? Et qu'est-ce que vous avez déjà sans doute commencé à faire? Le deuxième temps, c'est un temps où on va commencer à préparer un retour à une situation un peu plus normale. D'accord? Ça va sans doute démarrer d'ici 1 mois, 2 mois, pas tellement avant, parce qu'on est trop dans l'incertitude, on n'est pas forcément prêt. Et puis il y aura le troisième temps. Le troisième temps, c'est le temps de la capitalisation. Hein. C'est le temps de la consolidation de nos outils pour pouvoir durer, pour pouvoir continuer à faire du pilotage de trésorerie. Alors, par rapport à la présentation d'aujourd'hui, ce qu'on a prévu de faire, c'est de travailler que sur le premier temps, c'est-à-dire le très court terme, de faire face à l'urgence. Faire face à l'urgence, c'est avant tout beaucoup de bon sens. Et je pense que vous l'avez fait. Quand on voit que la trésorerie, elle commence à fondre, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de dépenser. Donc l'idée, c'est essayer au maximum de recenser tout ce que dans nos habitudes de vie au quotidien dans nos entreprises, on avait l'habitude de faire, de dépenser, je dirais, de façon peut-être un petit peu confortable. Et ça, il faut les arrêter. Et puis, il faut aussi voir ce qu'il est possible de différer par rapport à des engagements. Alors, je vous en ai listé quelques-uns, des investissements, des développements consommateurs de cash, des plans de formation, de la maintenance, etc. Il y a peut-être des tas d'autres sujets, hein, ou des tas d'autres engagements sur lesquels vous êtes positionné qu'il faut peut-être arrêter et les différer. Il ne faut pas y renoncer, mais il faut les différer dans le temps. L'idée, c'est de ne pas dépenser d'argent. Voilà. De ne pas dépenser de l'argent qui est immédiatement nécessaire à la production. Deuxième sujet, donc, c'est la recherche de coûts superflus. Voilà. Qu'est-ce qui dans notre vie antérieure, dans notre passé, constitue des dépenses qu'on n'a plus besoin de faire, qui sont pas inutiles, elles n'ont jamais été inutiles en soi,
mais elles sont superflues. C'est pas le moment de les faire. Hein, c'est limiter nos frais de déplacement, limiter nos déplacements. Aujourd'hui, on est confiné, vous allez me dire, on ne peut pas se déplacer. On se déplace quand même dans nos entreprises, on voit bien que les gens circulent. Est-ce que c'est encore nécessaire? Voilà. Est-ce qu'il faut encore acheter ou continuer à acheter du matériel dont on n'a pas forcément besoin, renouveler les imprimantes, je ne sais pas, faire des choses comme ça qui ne sont pas urgentes, pas utiles, on ne les fait pas, on les reporte. Et puis, alors un conseil que moi je vous donne, je ne sais pas comment vous êtes organisé dans vos entreprises au niveau des achats, je ne sais pas qui est-ce qui a le droit de lancer des achats, mais aujourd'hui, il faut recentrer sur la direction l'autorisation de dépenser. Le dirigeant doit être un des seuls à avoir l'autorisation d'engager une dépense. C'est hyper important. C'est-à-dire que dans nos organisations, dans un groupe, on a 160 personnes, il y a un certain nombre de personnes qui ont des autorisations acheter du carburant, acheter des meules, etc. Maintenant, non, c'est fini. Ils n'ont plus la liberté de le faire tout seuls, de façon autonome. Ils sont obligés de remonter sur leur directeur général qui va autoriser une dépense. Vous allez voir, c'est assez efficace pour limiter les dépenses. C'est un bon conseil que vous pouvez adopter. L'autre sujet qui est assez important, c'est qu'il faut essayer d'adapter votre structure en termes d'effectifs à votre activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, vous l'avez sans doute déjà fait, vous avez peut-être mis en place des dispositifs de chômage partiel. Essayez d'identifier quelle est l'activité ou le chiffre d'affaires que vous allez faire sur la période à venir et bien évidemment, essayez de mettre les ressources qui vont en face, les ressources en personnel. Pour votre information, nous, on a commencé à monter un certain nombre de tableaux hebdomadaires où en face du chiffre d'affaires prévisionnel, eh bien, on met exactement le nombre de personnes que l'on souhaite avoir et on essaie de s'assurer que le chiffre d'affaires il va bien couvrir nos dépenses, y compris les frais généraux. Voilà. Essayez de faire cet exercice-là, c'est déjà se mettre dans une situation où on va éviter de dépenser au-delà de ce qui est nécessaire. Alors, autre élément qui est assez important, c'est de continuer à travailler sur sa propre organisation. Alors, on est aujourd'hui début avril. Pour certains, vous êtes encore dans une phase d'arrêter des comptes. Il faut finir cette phase-là de façon urgente. Parce que vos banquiers, vos partenaires financiers vont vous les demander très rapidement. Donc, il faut vraiment avancer le plus vite possible. Donc, pour ça, mobilisez votre équipe financière ou mobilisez votre expert comptable si vous n'avez pas une direction financière interne. Votre expert comptable, de toute manière, c'est le meilleur moment pour le mobiliser. Alors, je dis pas ça parce que je suis un ancien expert comptable et que je veux vendre du produit. C'est simplement que c'est au moment où c'est compliqué qu'il doit être là pour vous aider. Donc, il faut le mobiliser, il faut le solliciter. Il ne faut surtout pas se priver de ça. S'il y a une dépense à faire, c'est celle-là. Après, toujours dans l'organisation, il va falloir maintenant que vous arriviez à identifier des choses excessivement claires et précises. Identifier très clairement quelles sont vos créances clients, quels sont les retards que vous pouvez déjà observer. Recenser très précisément quels sont l'ensemble de vos dettes, de vos engagements, les dettes fournisseurs, les dettes vis-à-vis des caisses sociales. Il faut que ce soit vraiment très clair. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous allez travailler sur ce plan de trésorerie dont Karim va vous parler après. Ce plan de trésorerie, il a vocation à essayer de travailler sur de la prévision à très court terme et à moyen terme. On va essayer d'identifier à quel moment on va se trouver en situation de difficulté de trésorerie. C'est un outil indispensable aujourd'hui à mettre en place pour vous. Enfin, une chose qui pour moi me semble aussi excessivement indispensable, c'est de maintenir le lien de confiance que vous avez avec votre partenaire, avec vos partenaires bancaires. Aujourd'hui, comme sans doute en 2008, les banques, elles ont prévu de jouer le jeu. Elles sont accompagnées par l'État pour ça. L'État a débloqué 300 milliards à donner en garantie aux banques. Et les banques, elles vont jouer le jeu. Aujourd'hui, elles sont à côté de vous. Elles ont accepté déjà pour la plupart de décaler de 6 mois un certain nombre d'échéances. On va en parler après. Elles sont à disposition, à votre écoute. Elles ne feront pas n'importe quoi non plus. Elles accompagneront pas forcément tout le monde comme tout le monde le souhaite. Mais en tout cas, elles sont là, elles sont présentes. Et il faut garder ce lien de confiance avec elles. Alors, pour garder ce lien de confiance, il faut être assez transparent sur l'information que vous leur donnez, leur expliquer les mesures que vous prenez, les mesures sanitaires, les mesures d'hygiène, les mesures financières, les mesures sur les achats, les mesures sur votre chiffre d'affaires, etc., etc. Il faut être hyper transparent. Ils ont besoin d'informations, ils ont besoin de voir comment vous pilotez votre boîte dans cette période de crise. Voilà. Et ça, c'est assez important. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Je pense que vous l'avez sans doute déjà fait. Et puis, essayez de voir avec eux comment est-ce que d'ores et déjà, vous pouvez mettre en place des solutions
de décalage de termes de paiement, d'élargissement d'autorisation de découvert, de financement de créances, parfois même de financement de stock. C'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, c'est un petit peu coûteux, mais pourquoi pas. Ou bien même mettre en place ce qu'on appelle du factoring, c'est vous rachetez vos créances et puis il s'occupe ensuite d'en assurer le recouvrement. Ça, c'est les premières choses qui peuvent être faites avec les banquiers, mais l'important, c'est de bien maintenir ce lien de confiance et bien maintenir le niveau d'information avec eux. Alors, on a une opportunité qui a été créée par le gouvernement. Le gouvernement a pris, vous le savez, un certain nombre de dispositions. Je vais essayer de vous les rebalayer. Alors, pour certains d'entre vous, je pense que vous les connaissez, d'autres peut-être moins. J'ai pris le parti de vous les représenter parce que je ne connaissais pas parfaitement quel serait l'auditoire. Donc, j'ai pris le parti de tout représenter, à commencer par le chômage partiel, bien évidemment, qui est un dispositif qui a été, je dirais, étoffé, modifié pour s'adapter aux circonstances. Je vais vous parler de toutes les solutions de report de créances fiscales et sociales, de remboursement accéléré aussi de ces créances sociales et fiscales si vous en avez. Ça peut être du crédit impôt recherche, du crédit de TVA. Voir ce que les banquiers ont fait en termes de report d'échéance de prêt, report d'échéance de leasing aussi, et puis parfois aussi des dispositifs qui existent sur les loyers. Un focus un petit peu plus particulier, mais là c'est pour les TPE sur un forfait que vous pouvez obtenir de 1 500 €. Et puis je vous parlerai aussi de trois prêts de trésorerie. Il en manque un dans ma présentation. 3 prêts de trésorerie qui ont été mis en place notamment par BPI, qui est le bras armé et financier de l'État à disposition des entreprises. Alors, le dispositif du chômage partiel, vous le connaissez peut-être que vous l'avez déjà mis en place. Il a une particularité en ce moment, c'est qu'il a été renforcé et élargi. Il a été renforcé en ce sens que il a été déplafonné, ou tout du moins le plafond a été remonté à 4,5 fois le SMIC, ce qui permet de pouvoir mettre en chômage partiel, indemniser nos salariés et être indemnisés au sein de nos entreprises à un niveau beaucoup plus important qu'auparavant. Donc 4,5 SMIC, ça veut dire qu'on va pouvoir aller jusqu'à 31,98 € de l'heure, là où avant on était à un niveau qui était de l'ordre de 8 ou 9 €. Anne pourrait me donner le montant exact, parce que je ne connais pas. L'État a mis en place un dispositif qui vous permet de faire votre demande en ligne. D'accord, je vous ai remis on vous donnera les slides. Je vous ai remis l'adresse internet. L'idée, c'est d'aller faire cette demande. Vous allez obtenir en échange, sous un certain délai, un code et un numéro d'agrément. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire vos déclarations de chômage partiel tous les mois. Donc, donner le nombre d'heures qui ont été affectées au chômage partiel et être indemnisé en conséquence. Alors, ce qui est important, c'est de bien savoir ce que les salariés vont toucher et ce que les entreprises vont avoir comme indemnité. Un salarié, jusqu'à 4,5 fois le SMIC, c'est un plafond, il va toucher il va toucher 84% de son net, d'accord, sur les heures qui auront été déclarées en chômage partiel. Sur les autres heures, il touchera bien évidemment l'équivalent de ce qu'il touchait avant, c'est-à-dire 100%. Donc pour le chômage partiel de mars, si vous en avez fait, vous vous êtes rendu compte que sur les heures avant le confinement, elles étaient à 100%, et les heures après le confinement en chômage partiel, les salariés ont touché un petit peu moins. Donc en Nicolas, mars, pour les salariés, Nicolas, ça ne voit pas tel. Oui. Ouais, excuse-moi, c'est Benoît, savoir rectification. Oui. Tu dis il va toucher sur les heures qui auront été déclarées en chômage technique. Oui. Modulo le rapport aux 35 heures. C'est-à-dire, si on a un salarié qui est sur 40 heures, on va lui retenir, s'il fait une semaine de travail chômé, on lui retient 40 heures et on va l'indemniser sur une base de 35. On est d'accord? Oui, absolument. Je me permets, pardon, de vous couper. Vu qu'on est nombreux dans le webinaire, vous pouvez utiliser la petite bulle et poser vos questions par écrit, et puis on les posera après. Voilà, je vous ai fait un petit message. Normalement, vous avez un petit symbole avec une bulle et vous pouvez poser vos questions par écrit ici. Merci à vous.
Nicolas, je te laisse la parole. Ouais, alors, bon, là, je vais continuer du coup, et puis on répondra à tes questions, puis Anne pourra te répondre plus précisément. Donc, effectivement, il va toucher 84% du net sur une base, effectivement, de 35 heures. Donc, ça, c'est pour la partie salariée. Pour la partie entreprise, eh bien, là aussi, l'effet du déplafonnement, il est important, puisque au niveau de l'entreprise, sur les heures déclarées en chômage partiel, on va être indemnisé à hauteur de 70% du brut des heures déclarées, donc le brut déplafonné. Voilà. Sachant qu'on ne touchera pas moins de 8,03 € de l'heure. Voilà, donc l'effort en termes je dirais, de déplafonnement, il est vraiment conséquent, et pour les entreprises, c'est vraiment important. Donc ce dispositif, vous avez vraiment tout intérêt à le mettre en place assez rapidement. Voilà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce dispositif, il vous permet d'adapter votre effectif à vos besoins de production. Ce que nous, on a mis en place, c'est ce travail en prévision d'effectifs par semaine. Ça permet vraiment d'adapter la structure à nos coûts, d'adapter la structure à notre activité. Hein. L'idée, c'est vraiment de se poser la question, quelle masse salariale je vais pouvoir supporter en regard de mon chiffre d'affaires prévisionnel. Si on fait pas cette gymnastique-là, on peut se retrouver à un moment donné avec un déficit assez important, et qui dit déficit de trésorerie. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de calculer cette masse salariale en tenant compte bien évidemment de l'indemnité qui va être versée, hein, et puis d'apporter cette masse salariale dans votre calcul de seuil de point mort, de seuil de rentabilité. C'est assez important de faire cette gymnastique-là maintenant. Alors, un petit point quand même d'attention, c'est que le chômage partiel, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont ruées dessus. L'État a commencé à réagir en disant « oulala, j'ai beaucoup de monde en chômage partiel, ça va me coûter très très cher ». Donc, ils agitent le chiffon rouge des contrôles. Il y aura forcément des contrôles. C'est sûr que le chômage partiel, il faut que ce soit du chômage partiel réel. Voilà. Après, ça, c'est à vous de gérer dans vos entreprises. Je suis désolé, je vais un peu vite, hein, mais parce qu'on a une petite demi-heure et j'ai déjà consommé une bonne dizaine de minutes. Alors, le report des échéances fiscales, ça, vous avez dû en entendre parler aussi. Donc, vous avez pu décaler les échéances fiscales et sociales du mois de mars. D'accord. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez encore le demander, hein, quel que soit le bénéficiaire, que ce soit l'État ou les caisses. D'accord. Un point d'attention, simplement, ça concerne les impôts directs, mais ça ne concerne pas la TVA. Vous ne pouvez pas demander un report de TVA. D'accord. Et il faut faire attention aussi à un point particulier, c'est que ce sont des reports, ce ne sont pas des annulations. Donc le report, il va être sur 3 mois. C'est renouvelé pour le mois d'avril, mais le report, il est sur 3 mois. Donc en juin, vous allez devoir payer ce que vous n'avez pas payé en mars. Donc, et ça, il faudra l'inclure dans votre tableau de plan de financement. J'avance encore. Sur les créances fiscales, donc par exemple, vous avez du crédit impôt recherche, ou vous avez des crédits impôts de mécénat ou je sais pas quoi, vous pouvez vous les faire rembourser dès maintenant, avant même le dépôt complet de votre liasse fiscale. D'accord. Donc, vous voyez ça avec votre service comptable ou avec votre expert comptable. Je vous ai mis les références des liasses qu'il faut déposer au service des impôts. Vous pouvez aussi demander des reports de loyers, des reports des factures d'eau, de gaz, d'EDF, etc. C'est des dispositifs mis en place par l'État. Il faut prendre contact avec les fournisseurs, EDF, Engie, etc. Voilà. Je vous ai mis aussi un point particulier sur l'aide des 1 500 € du Fonds de solidarité qui bénéficie aux TPE, aux indépendants. D'accord. Il y a 8 critères excessivement stricts à respecter. Je vous en ai repris 4 dans ce slide. Vous pourrez les retrouver sur le site. Et vous pouvez bénéficier, si vous remplissez ces conditions, d'une aide de 1 500 €. Ça vaut le coup d'aller la chercher, surtout quand on est indépendant. Là, on n'a pas grand-chose. Alors, après, l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs qui sont portés par BPI. Hein, le terme repris par l'État, c'est de faire un pont aérien de cash vers les entreprises. Et effectivement, ils ont ouvert grand les vannes, et ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir tous en profiter. Alors, il y a 300 milliards qui ont été apportés dans un fonds de garantie. Et notamment pour ce qu'on appelle le PGE, c'est-à-dire le prêt garanti par l'État. Alors, le prêt garanti par l'État, je le fais court,
vous avez mis plus de détails, c'est vous pouvez demander à vos banques de vous accorder un prêt qui va jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires annuel. D'accord? Ce prêt, il va être garanti par BPI à hauteur de 90%. Donc la banque, elle ne prend pas grand risque. Mais par contre, c'est bien la banque qui décide si elle le fait ou si elle ne le fait pas. Ce n'est pas BPI, c'est la banque. Donc c'est la banque en connaissance de votre situation qui va dire je suis ou je ne suis pas, même si elle est garantie à 90%. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on va le demander qu'on va l'obtenir. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, je vous ai repris les 3 phases du processus. C'est assez simple à faire. Il faut obtenir l'accord de votre banque, aller sur le site internet de BPI pour obtenir une attestation. Ça prend 5 minutes montre en main. Et après, vous renvoyez cette attestation à votre banque et c'est la banque qui doit vous libérer les fonds. Voilà. En termes de mode de remboursement, rien pendant 1 an. Et au bout d'1 an, c'est vous qui choisissez si vous remboursez tout de suite ou si vous remboursez sur une période maximum de 5 ans. Voilà. Et en fonction de cette modalité, il y aura un taux d'intérêt un petit peu différent qui va s'appliquer. Je continue à avancer un peu vite, je suis désolé. Il existe deux autres prêts de renforcement de trésorerie court terme, le prêt rebond et le prêt atout, qui s'adressent à des PME ou ETI ou à des TPE. Voilà, je vous laisserai regarder sur le slide un peu plus en détail. Ce que vous pouvez demander aussi, c'est le report des échéances de prêt et de leasing. Pratiquement toutes les banques l'ont accordé, d'accord? Elles ne font pas toutes la même chose sur les intérêts. Il y en a certaines qui incluent les intérêts dans le moratoire, c'est-à-dire qu'elles ne vous facturent pas d'intérêt sur la période moratoriée. D'autres appliquent des intérêts. La BNP, par exemple, elle maintient les intérêts. Voilà. Bon, ça dépend des banques. Ce report, c'est un report de 6 mois qui peut se faire de 2 façons. Soit on décale le plan d'amortissement de 6 mois, donc on finira de rembourser 6 mois plus tard. Soit les échéances reportées sont imputées sur les échéances restantes. Voilà. Ça, c'est, je dirais, aussi un choix qui peut être fait directement avec votre banque. Si vous n'avez pas envie de retarder trop loin un remboursement, bah, vous pouvez imputer ce qui a été émis dans le moratoire sur la période restante à coller du prêt. Voilà. Chez BPI, les reports ils sont automatiques. Là, il n'y a même pas besoin de demander quoi que ce soit. Voilà. Alors, j'en ai fini moi avec cette partie présentation. Je serai bien évidemment disponible pour répondre à vos questions. Je vais laisser la parole à Karine qui va vous présenter pour moi ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui à retenir. À vous, Karine. Merci Nicolas. Est-ce que je peux vous confier la gestion des slides? Oui. Parce que je n'y ai pas. Merci. Bonjour à tous. Alors pour faire suite aux propos de Nicolas, effectivement, je vais centrer mon intervention sur la question de gestion de trésorerie. Jean-Marc l'a rappelé, c'est la première cause de faillite des entreprises. Et c'est vraiment à ça que l'on veut pallier en crise. Donc, il ne s'agit pas ici de se pencher sur le compte de résultat. C'est un document qui arrive trop tard, il comprend des caches temporelles. Pour éviter d'aller au tribunal du commerce pour un problème de trésorerie, l'outil essentiel, c'est l'évolution de sa trésorerie, c'est-à-dire ce que vous avez en banque. Et le surveiller comme le lait sur le feu. J'ai mis dans le document au moins une fois par semaine. Bien évidemment, pour ceux qui ont une trésorerie plus confortable, la fréquence peut être moindre. Pour ceux qui ont une trésorerie plus tendue, c'est un exercice à faire, je dirais, presque tous les jours. Mais disons qu'une fois par semaine, de garder les choses en place. Donc, l'idée, c'est de mettre en place un outil. Donc, c'est un outil très simple sur Excel. Vous faire parvenir un fichier Excel qui est un modèle de plan de trésorerie que BPI France transmet aux entreprises avec lesquelles elle travaille. C'est quelque chose qui est très facile à comprendre. Et on vous présentera ça en fin de webinaire. L'autre point, l'autre levier en fait à votre disposition,
c'est d'essayer de monétiser les éléments qui représentent de la trésorerie immobilisée, c'est-à-dire les créances clients et les stocks. Ça, c'est le deuxième point que je le miser son besoin en fournement. Et enfin, comme Nicolas l'a déjà évoqué, ne restez pas aux interlocuteurs financiers, votre expert comptable, votre banquier, c'est eux qui pourront vous aider si vous anticipez des en la crise. Karine? Alors sur Karine, pardon, je me permets de vous interrompre parce qu'on vous entend très mal. D'accord. Que vous pouvez essayer de nous joindre du coup par téléphone, parce que c'est assez saccadé. Oui, donnez-moi une seconde. Oui, pas de souci, prenez le temps. Pendant ce laps de temps, n'hésitez pas du coup à poser vos questions comme vous le faites déjà à plusieurs dans le chat. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Parfait. Allô? Oui, oui, on vous entend, madame. Je vous propose, en attendant que Karine nous rejoigne, de poser les premières questions. Jean-Marc, je vous laisse reprendre la partie animation. Oui, donc Nicolas, tu m'entends? Oui, absolument. Donc des commentaires ou des questions. Chômage partiel, c'est 70% du brut, ça correspond à 45% de la masse salariale. Je pense que c'est plus un commentaire. Tu me coupes hein, si jamais tu… Oui. Une question, est-ce que le remboursement accéléré des créances concerne aussi des créances d'avant 2019? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez demander le remboursement de vos créances, de l'ensemble de vos créances fiscales, à condition bien évidemment qu'il n'y ait pas de contestation par l'administration de ces créances-là. Hein. Mais par exemple, une créance, je prends une créance de crédit impôt recherche, une créance née sur l'exercice 2019, hein, où vous pouvez aussi avoir des créances de CIR sur les exercices antérieurs qui n'ont pas été remboursées. Vous pouvez en demander le remboursement. Ok, merci. Pardon, juste une question. Vous êtes en train de dire qu'on peut demander les créances de plusieurs années. J'ai un CICE de 2016, 2017, 2018. Je pourrais demander les 3 années ou seulement 2016? Non, vous pouvez demander les créances que vous doit l'État. Donc les CICE antérieurs, vous pouvez. Très bien, merci. Merci. Les prêts à hauteur de 25% du chiffre d'affaires de l'année N-1, est-ce qu'elles peuvent inclure les subventions reçues, par exemple les contrats de recherche de type ANR ou DGA? Alors ça, je ne saurais pas répondre. Ces subventions, ouais, ça rentre. Est-ce que ça rentre dans la notion, dans la définition du chiffre d'affaires? Non. Là, je ne saurais pas répondre. C'est un cas particulier auquel je ne saurais pas répondre. Techniquement, c'est pas du chiffre d'affaires, en tout cas en comptabilité française. Oui. Mais
Dans notre cas, c'est 90% de nos revenus. De vos revenus, oui. Alors là, c'est vraiment un cas particulier. Oui, c'est intéressant. Il faut que je me renseigne. On peut essayer de demander qu'on demande à BPI ce qu'ils ont prévu là-dessus. Ok, merci. Note, Plusieurs questions sur le PG. Oui. Ok, est-ce que vous souhaitez que je reprenne la présentation? Ah, super, c'est Karine par téléphone, je pense. Oui, vous m'entendez mieux? Oui, très bien. Oui, du coup, on avait meublé en répondant aux questions. Donc, à tous, excusez-nous pour ce problème technique. Donc, Karine, allez-y, reprenez et puis on continuera les échanges à la fin de votre présentation. Entendu. Alors, je ne vais pas revenir sur la petite introduction qui devait pas être très claire. Nicolas, si vous pouvez passer à la slide suivante. Je vais aborder directement le premier point qui était le sujet d'anticiper les difficultés de trésorerie. J'essaye de passer, mais bon. Alors, oui. Oui. Ça ne bouge pas. Voilà. Ok, merci. Donc, sur ce sujet, l'outil que je vous invite à mettre en place, c'est un plan de trésorerie. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on vous enverra à l'issue du webinaire un modèle sur Excel qui est proposé par BPI France. C'est un tableau Excel très simple que vous n'aurez aucune difficulté à prendre en main. L'idée, c'est bien de suivre les encaissements et les décaissements sur les 3 derniers mois et sur cette base, anticiper les encaissements et décaissements à venir d'une façon précise sur au moins les 3 prochains mois. Je parle bien d'encaissements et décaissements, pas de factures émises ou de factures à payer. C'est important parce que ça, ce sont des décalages dans le temps qui sont des sujets comptables. Là, on est vraiment en train de parler de trésorerie, donc de cash, de ce qui rentre et ce qui sort de votre compte en banque. Le point de départ d'ailleurs que je vous encourage de prendre, c'est tout simplement vos relevés bancaires depuis le début de l'année. Si vous reportez sur ce tableau Excel mois par mois les entrées et les sorties de trésorerie dans votre relevé, dans votre compte bancaire, vous aurez un historique où sur 3 mois, vous verrez déjà apparaître un certain schéma. Les salaires sont toujours payés en même temps, les prélèvements sociaux sont toujours prélevés au même moment, la TVA est toujours payée au même moment. Donc, à partir de là, vous serez en mesure de commencer à préparer une prévision pour vos encaissements et décaissements à venir. Alors, pour les encaissements, il est bien important de reporter les montants en TTC et à la date à laquelle vous anticipez d'encaisser la facture et non pas la date de la facture. Donc ça, c'est une différence avec l'approche comptable. On parle bien de la date à laquelle l'argent tombe sur votre compte en banque. De même pour les décaissements, il s'agit de les reporter à la date où les paiements sont effectués. Alors, on a beaucoup plus la main sur les décaissements que sur les encaissements. Et on en reparlera un petit peu dans plus loin sur le sujet du besoin en fonds de roulement. À partir du moment où vous reportez les encaissements en TTC, il faudra prévoir dans les décaissements le règlement de la TVA. Contrairement à d'autres prélèvements administratifs, la TVA reste due en cette période de crise. Ce n'est pas un élément que le gouvernement permet de reporter. Donc, si vous encaissez une facture en TTC, vous devrez le mois suivant déclarer la TVA et la décaisser. Donc, il faudra bien prévoir ça dans les décaissements. Et ensuite, donc en appliquant les mouvements d'entrée et de sortie au solde d'ouverture de votre compte en banque en début de mois, vous pourrez prévoir le solde de clôture en fin de mois. Et l'objectif, sur les 3 prochains mois de façon précise et sur les mois suivants avec peut-être un peu moins de précision, vous serez à même de voir apparaître, s'il y en a, un solde négatif. Et c'est là que cet outil est utile.
cela vous permet de trouver une réponse, une solution avant de retrouver dans une situation de défaut de paiement. Nicolas, si tu peux passer sur la slide suivante. Oui. Là, c'est juste une photo du fichier Excel qu'on va vous transmettre. Et donc, nous, ce qu'on a fait dans ma société, c'est vraiment un exercice bête et méchant de reporter en janvier, février, mars tous les mouvements sur notre compte en banque. Et pour les mois de prévision, en fonction des factures que l'on a émises et des dates de paiement, de prévoir les encaissements. Et sur l'ensemble des décaissements, regardez ceux qui seront dus, ceux que l'on peut reporter, tout l'ensemble des cotisations et des éléments, des échéances qui sont reportés dont Nicolas vous a fait part, pour pouvoir se dire, fin avril, on en sera à tel montant sur le compte, fin mai, fin juin, etc. Donc j'espère que cet outil vous sera utile. Vous verrez, il est très simple d'utilisation. L'autre élément que je voulais vous présenter, et Nicolas, ce sera sur la slide suivante, c'est l'idée d'essayer de monétiser les actifs qui sont immobilisés. Et pour ça, c'est ce qu'on appelle optimiser votre besoin en fonds de roulement. Alors, si vous avez déjà votre bilan 2019, vous aurez sur le bilan, au 31 décembre 2019, le montant des encours clients, des encours fournisseurs et des stocks. Et si vous n'êtes pas sûr de comment retrouver ces éléments, adressez-vous à votre comptable, il pourra vous aider là-dessus. Par ailleurs, pour faire un point plus actualisé au 31 mars par exemple, il suffit par exemple pour les créances clients de faire la somme des factures que vous avez émises et qui n'ont pas encore été réglées. Même exercice pour les fournisseurs et les stocks. L'idée ensuite d'optimiser le BFR, c'est d'essayer de monétiser, donc de rendre liquides les créances clients et les stocks au maximum, essayer de reporter les paiements dus, les dettes dues à vos fournisseurs, tout en restant bien sûr dans les limites de la loi. Nicolas a évoqué certains fournisseurs sur lesquels vous avez des reports possibles, les factures d'électricité, de gaz, les loyers éventuellement si c'est avec l'accord du propriétaire. Vos fournisseurs, c'est une relation commerciale et donc il faut faire attention de respecter les termes sur lesquels vous vous êtes engagés. Il y a malgré cela des leviers sur lesquels vous pouvez agir. Sur les encours clients, il y a un indicateur que vous pouvez mettre en place qui est le suivi du délai moyen d'encaissement. C'est le nombre de jours avant de recevoir le paiement d'un client. Donc, vous avez sans doute des termes dans vos facturations pour être payé au bout de 1 mois, 3 mois, etc., payé à la commande, à la livraison, etc. L'indicateur de suivi, le délai moyen d'encaissement, ça vous permet de voir si les retards commencent à s'accumuler ou pas. Et de toute façon, votre objectif, c'est d'essayer de réduire ce nombre de jours, d'essayer d'encourager vos clients à vous payer le plus vite possible. Donc pour ça, bien évidemment, il faut faire la traque au retard. Vos clients doivent honorer leur paiement dans les délais sur lesquels ils se sont engagés. Donc n'hésitez pas à les appeler. La situation aujourd'hui est telle que cet appel sera bien compris, même si le client peut être en difficulté lui aussi. Pour les factures qui sont dues mais pas encore réglées, vous pouvez aussi contacter vos clients à la recherche peut-être aussi d'un geste de leur part, notamment quand vous êtes un fournisseur de second ou troisième rang, que derrière il y a une grosse entreprise qui a peut-être d'autres moyens financiers et d'autres possibilités de financement. Ce type d'entreprise je ne sais pas si c'est moi, mais on a perdu Karine. Non, je suis là. Non, moi c'est bon, j'entends Karine. Vous m'entendez? On l'entend, oui. Ok.
Et enfin, si vous voulez accélérer l'encaissement de vos factures clients, n'hésitez pas à être créatif. Vous pouvez leur proposer des gestes commerciaux, peut-être une remise contre une commande future ou ce type de choses. C'est le même principe pour les stocks. Vous pouvez mettre en place un indicateur de suivi, le nombre de jours en inventaire. Et l'idée là aussi, c'est d'essayer de monétiser les stocks. Donc, pour les produits finis, voilà, peut-être avoir recours à des démarches commerciales de type faire des soldes, des rabais, des promotions. Vous avez dû le voir sur Internet, on est tout à fait sollicité sur ce genre de choses en ce moment. Ça peut être une solution pour vous. Après, il y a des solutions un petit peu plus créatives dont vous pouvez parler avec votre expert comptable ou votre banquier, notamment faire financer vos stocks par un tiers. C'est le cas, par exemple, des stocks de consignation. Donc, renseignez-vous en fonction de votre activité sur ce qu'il est possible de faire sur ce poste. Et enfin, les fournisseurs, là, c'est un petit peu l'inverse. Vous avez intérêt à les régler le plus tard possible. Il faut rester dans le cadre de la loi. Et moi, je vous encouragerais surtout à les contacter et peut-être à chercher des aménagements, un rééchelonnement ou des reports. À vous de voir un petit peu en fonction de la qualité de la relation. Vous aurez besoin de vos fournisseurs à l'avenir, donc il s'agit quand même de maintenir un bon rapport avec eux. Voilà ce que je voulais vous dire sur le BFR. En guise de conclusion, c'est juste la dernière slide, Nicolas. Je vous encourage vraiment à vous faire accompagner. La période y est propice. Les interlocuteurs financiers, que ce soit votre expert comptable ou votre banquier, sont là pour vous aider. Tout sujet amené en amont, en toute transparence, sera bien accueilli. Ce qu'ils ne voudront, enfin, là où vous risquez d'avoir plus de difficultés, c'est si vous leur amenez un sujet brûlant de non-paiement, de risque de solde négatif, etc. Un banquier pourra toujours vous aménager une possibilité de découvert, un crédit de trésorerie. Nicolas a évoqué pas mal d'outils mis en place aujourd'hui. Tout cela est possible quand les problèmes sont anticipés. Et donc, il faut éviter de surprendre que ce soit vos banquiers, vos experts comptables ou bien évidemment vos clients et vos fournisseurs. Donc, surtout, ne restez pas seuls. Parlez-en autour de vous, que ce soit au niveau du pôle et au niveau, bien entendu, de vos interlocuteurs habituels. Voilà, en somme, ce que je voulais partager avec vous et on peut effectivement peut-être enchaîner avec des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Je propose qu'on reprenne le fil des questions. Je vais revenir donc sur des questions qui concernent plus la présentation de Nicolas sur le PGE. 3 questions. Sur la première année, il y a 0,25 à 0,50% à payer à la BPI. Oui, confirme, Nicolas? Oui, alors je ne vous l'ai pas mis dans la présentation, mais il y a effectivement une commission à payer à BPI, et une commission qui est progressive en fonction de la durée pendant laquelle vous allez rembourser ce prêt. Donc au début, c'est 0,25, après ça monte à 0,5 la deuxième année, et puis je crois que c'est 1 et 1, je crois, les années 3, 4 et 5. Ça, je pourrais vous retrouver les informations très exactes. Sachant que les banques, je vois par exemple la banque Les Garniers, hier nous a donné son accord sur le prêt, elle facture 0,25. Donc effectivement, il y a une petite commission à payer, un petit pourcentage d'intérêt. Merci. Il y avait une question de Pierre Arboireau sur une histoire de pourcentage de cash. Alors, Pierre, j'ai pas entendu parler de choses très précises là-dessus, pas de choses normées. Il faut bien avoir à l'esprit, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le prêt, il est accordé que si la banque, au regard de l'examen de la situation de l'entreprise, si la banque, elle est prête à accorder le prêt. On rentre toujours dans les mêmes discussions. Un prêt accordé, il faut que la banque ait une certaine idée de la capacité
à être remboursée, même si elle a une garantie BPI. D'accord? Donc effectivement, les banques, elles peuvent faire ces calculs, comme elles le font régulièrement, sur un pourcentage de la CAF dédié au remboursement des emprunts, multiplié par le nombre d'années sur lesquelles on a prévu de faire courir la dette. Donc effectivement, dans ta remarque, Pierre, pour le pourcentage de CAF x 5 ans, c'est possible qu'il résonne comme ça. Et en tout cas, c'est pas quelque chose de normé par les textes aujourd'hui. Hein. Et bien évidemment, ils réfléchissent à comment est-ce qu'on va faire pour rembourser. Ok, merci. S'il vous plaît, si vous ne posez pas de questions, coupez vos micros parce que ça fait un retour son qui est un peu pénible pour les autres. Autre question concernant le PGE, est-ce que les sociétés, les entreprises technologiques, sociétés labels, jeunes entreprises innovantes ou autres, auraient des facilités particulières sur le PGE? Non, il y a un dispositif particulier, c'est-à-dire que les sociétés innovantes, par exemple, ou les sociétés qui se sont créées récemment et qui n'ont pas déposé encore de compte, on ne peut pas bien évidemment calculer 25% de leur chiffre d'affaires. Donc là, il y a un calcul qui se fait sur une masse salariale, une estimation de masse salariale. Voilà. Ça, c'est pour encourager les sociétés, notamment qui sont innovantes et qui n'ont pas de chiffre d'affaires. Donc, ça peut être une réponse à la question de Daniel sur comment est-ce qu'on calcule son prêt PGE compte tenu de la spécificité de son entreprise et au fonctionnement via des subventions, etc. Et on peut peut-être faire un calcul qui est fait sur la base de la masse salariale. Hein, il y a les deux critères. J'ai repris le critère du chiffre d'affaires parce que c'est celui qui est le plus commun dans nos organisations. Et effectivement, ce deuxième critère existe. C'est un pourcentage de la masse salariale. Je pourrais vous retrouver, vous faire passer le mécanisme de calcul. Okay, merci. Merci Nicolas. Deux questions concernant le chômage partiel. Est-ce que les cadres dirigeants peuvent bénéficier du chômage partiel? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui est le moins consommateur de cash? Est-ce que c'est la prise de congé ou le chômage partiel? Anne, je te laisse prendre la main. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, en fait, en ce qui concerne les cadres dirigeants, donc c'est un statut qui n'a pas été abordé dans les ordonnances qui ont été faites dernièrement. Par contre, si on part du principe qu'un cadre dirigeant n'est pas en forfait heure ni en forfait jour, pour moi, les cadres dirigeants ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel. Et après, en ce qui concerne la question sur la prise de congé ou le chômage partiel, bien entendu, il faut privilégier le chômage partiel puisque là, vous aurez un remboursement que vous n'aurez pas lorsque vous mettrez vos salariés en congé. Et pour les cadres au forfait jour? Alors oui, les cadres forfait jour donc peuvent bénéficier du chômage partiel. Ça c'est tout nouveau hein, parce que jusqu'à maintenant ils ne pouvaient pas. Enfin, en tout cas, il fallait que la société soit totalement fermée. Donc là, c'est bien dans les ordonnances. Les cadres forfait jour peuvent bénéficier du chômage partiel. Et d'un point de vue pratico-pratique en termes de paye, on compte une journée de 7 heures ou une demi-journée de 3h30. Merci beaucoup. Une question, je pense, qui s'adresse plutôt à Karine sur la TVA qui est due. Alors, elle est un commentaire comme quoi elle est due immédiatement sur les livraisons de marchandises, mais pas sur les services. Là où elle est due à l'encaissement. Karine, je peux prendre la main si tu veux. Oui, merci. Non, alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a la notion de TVA sur les débits et TVA sur les encaissements. La TVA sur les encaissements, elle s'applique aux prestations de services. La TVA sur les débits, c'est sur les livraisons de biens. Donc, effectivement, c'est un peu technique, mais quand on fait son calcul de TVA mensuel, il faut tenir compte de ça. C'est-à-dire, quand on est livré sur des biens ou quand on commande des biens, qu'on est facturé pour, je sais pas, de la matière, par exemple, la TVA associée à la facture sur la matière, elle est déductible le mois même. Là où une TVA sur une prestation de service, par exemple, d'un avocat ou d'un expert comptable, elle va être déductible qu'à partir du moment où on l'a payé. Voilà. Donc forcément, ça crée des décalages
dans le calcul de la TVA due. Et il faut effectivement en tenir compte dans le tableau de plan de trésorerie. Si toutefois, ça a un caractère significatif, si les dépenses de service, c'est 3% de vos charges, par rapport à votre plan de trésorerie, ne vous embêtez pas trop. Considérez-les déductibles immédiatement. De toutes les manières, votre plan, il sera faux. Voilà. D'accord? Une estimation. Il ne faut pas imaginer que votre plan, il va être juste à l'euro. Hein, ça, c'est valable que quand on passe les examens d'expert comptable. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Voilà, il faut être je dirais, rigoureux dans la façon de monter ce tableau, mais il ne faut pas non plus se noyer dans des détails, sans ça, vous n'obtiendrez jamais votre tableau. Donc, faites des choses simples dans un premier temps, et ça n'est que dans le deuxième et le troisième temps que je vous ai présenté tout à l'heure que vous pourrez peut-être aller un peu plus loin dans la précision du tableau. Mais voilà. Si vous avez des prestations de services qui représentent que très peu de vos achats, ne vous embêtez pas, considérez vos achats comme étant tous soumis à TVA déductible, sauf si vos achats proviennent pour une part importante de l'étranger. Dans ce cas, il faut faire un calcul différent. Considérez que la TVA est déductible immédiatement. C'est plus simple. Mais la remarque est judicieuse, Daniel. Merci Nicolas. 3 questions à nouveau sur le chômage partiel que je vais regrouper. Quid du cadre dirigeant qui a 2 contrats avec 2 rémunérations? Est-ce que du coup le contrat de travail salarié ne serait pas éligible au chômage partiel? Deuxième question, mais du coup, est-ce qu'un dirigeant PDG salarié ne serait pas éligible au chômage partiel? Et j'en avais vu une autre que… Non, mais elle m'échappe. Ça me reviendra. Si on peut déjà me répondre à ces 2 questions. Oui, alors si le cadre dirigeant a effectivement un contrat de travail salarié, on peut estimer qu'il peut être éligible au chômage partiel sur ce contrat salarié. Donc, le dirigeant PDG salarié ne serait donc pas éligible au chômage partiel. Tout dépend du statut. Si c'est un statut de cadre dirigeant, non. Un statut de cadre dirigeant avec un contrat de travail salarié avec des heures ou un forfait jour, oui. Ça va vraiment dépendre du statut. Sur la partie salariée. Pardon? Que calculer sur la partie salariée. Tout à fait. D'accord. Et oui, un salarié qui a un contrat à 39 heures, le taux horaire pris en compte pour le chômage partiel intègre les heures à 25%, le tôt ramené à 35, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de… Alors, le taux, pour la personne qui a posé la question, vous parlez du taux horaire pris en compte pour le chômage partiel. Vous parlez du taux horaire d'absence ou du taux horaire d'indemnisation? Puisque dans l'indemnisation du chômage partiel, vous ne pouvez pas demander une indemnisation supérieure à 35 heures. Vous serez forcément limité à 35 heures. Les heures supplémentaires ne sont… Voilà, donc il faut bien ramener le tout à 35 heures. Hein. Ouais, donc il faut bien ramener le tout à 35 heures. Puisque vous ne serez pas remboursé sur la base au-delà de 35 heures et le salarié, lui, bien sûr, n'est pas payé au-dessus de 35 heures. Donc, pour en revenir par rapport à ce que disait Nicolas, il est vrai que pour ces salariés-là, le pourcentage, quand on parle de 84% du net, il est un petit peu plus élevé. En fait, la baisse pour ces salariés, elle est un petit peu plus élevée puisque eux n'ont pas les heures supplémentaires qui sont payées pendant la période de chômage partiel. Et est-ce qu'il y a des conditions sur des contraintes futures, par exemple, sur le fait de bénéficier d'un chômage partiel, par exemple, pas de dividendes en 2021 ou pas de plan social ou autre? C'est pas encore arrêté, ça. À un moment donné, alors, ça a été évoqué, l'histoire des dividendes, quand on ne pouvait pas verser des dividendes si on avait bénéficié des aides de l'État. Le texte n'est pas encore sorti à ma connaissance. Ce qui a été précisé, mais ça reste du commentaire pour le moment, c'est que ça s'appliquerait pas aux PME.
d'accord, aux PME et aux TPE. Mais c'est à confirmer, hein. Pour le moment, je n'ai pas plus d'infos que ça. D'accord. Une question sur les découvertes de caisses. Comment obtenir des découvertes de caisses sans rentrer dans des prêts de type loi Bailly? Là, j'ai le droit de sécher sur une question? Allô? Là, je sais pas, je sèche. On va répondre, hein. On la note, Jean-Marc, je répondrai. D'accord, on répondra. Ouais. Comment intégrer les primes d'équipe dans le calcul du taux horaire? Par exemple, dans le cas de primes fixes par jour. Alors, ça, en ce qui concerne les primes d'équipe, les primes de panier, alors les primes de panier, c'est un petit peu différent des primes d'équipe. Normalement, tout ce qui est prime n'a pas lieu d'être intégré dans vos calculs. Après, vous pouvez décider de maintenir la prime d'équipe en fonction de si vous êtes en chômage partiel, en tout cas pas sur la totalité du mois. Mais normalement, les primes d'équipe n'ont pas à être intégrées dans les calculs de taux horaire pour l'indemnisation chômage partiel. Ok, merci. Perrine, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu? Alors, oui, il y en a une. Comment obtenir des découvertes de caisses sans rentrer dans des prêts de type loi daily, etc. Ah oui, mais non, c'est la question qui reste en suspens qu'on reviendra. Pardon. Ok, donc il n'y en a pas. Il y a une précision qu'on apporte. C'est une précision par rapport au statut des cadres et au chômage partiel et au statut des cadres dans les sociétés soumises à la convention collective de la métallurgie. Anne, tu peux repréciser les règles? Oui, tout à fait. Alors en fait, on parle des cadres en forfait jour, hein, pas vos cadres en forfait heure. Hein. En ce qui concerne les cadres en forfait jour, vous devez leur maintenir leur salaire à 100%. D'accord? Donc en fait, vous avez une partie indemnisée, hein, les 70%, et après, il faut que vous fassiez la part employeur pour maintenir le salaire de votre salarié. Hein. Alors, il y a encore des précisions qui n'ont pas forcément été apportées sur le traitement de cette part employeur. Normalement, elle devrait être soumise au même traitement que l'indemnisation de chômage partiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge hormis le salarié qui paye de la CSG-CRDS pour 6,70%. Il y a encore des précisions à venir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vos forfaits jours doivent avoir un salaire maintenu à 100% pendant le chômage partiel. Merci beaucoup pour ces précisions. Karine, on a des commentaires. Pardon, on a une autre question, mais il faudrait préciser. C'est contraire aux infos reçues par ailleurs sur le calcul avec des heures sup. Ce serait la base de congés payés. Alors, effectivement, il faut que vous preniez votre base de congés payés, mais sans intégrer, alors pour les personnes qui ont des heures structurelles, sans intégrer vos heures structurelles habituelles, puisque sur ces heures structurelles, vous n'aurez pas d'indemnisation possible. Je me permets c'est le Rossolé Bognoni, mais on n'a pas eu du tout cette information, on a eu une information contraire. Est-ce que vous avez des précisions récemment ou Alors, nous, dans les infos qu'on a reçues, effectivement, le taux, en fait, c'est l'assiette de congés payés hein, qu'on prend en compte. Par contre, les heures supplémentaires n'ont pas à être indemnisées, enfin, n'ont pas à rentrer dans le taux puisqu'elles ne sont pas indemnisées. Ouais, mais on a eu plusieurs. Enfin, j'ai eu 3-4 informations et j'en ai 80% qui m'ont dit qu'il fallait les prendre. Alors nous, de notre côté, alors de notre côté, le prestataire de paye, nous a affirmé le contraire. Ouais, alors après, est-ce que, voilà.
Et les cadres forfaits heures, eux, on ne maintient pas à 100%, hein, c'est ça, dans la métallurgie? Non, c'est bien que les forfaits jours, hein, où il faut que vous mainteniez le salaire à 100%. Très bien. Les heures sup. Les heures sup. Les heures sup font partie du calcul des congés payés. Oui, ouais, quand c'est des heures structurelles. Donc, structurelles, oui, bien entendu. Ouais. Elles rentrent dans les bases dixièmes des congés payés, tout à fait. Mais elles ne sont pas indemnisées dans le cadre du chômage partiel? Non. Ok. Karine, on avait des commentaires de la directe. Est-ce que tu peux, Benoît Guignard dit si. Oui, Benoît, les heures sup, elles font partie du calcul des congés payés pour les heures structurelles, ça d'accord. Mais pour l'indemnité chômage partiel, non. Est-ce que je peux parler en direct là? Ah oui, bien sûr. Vas-y. Le nombre d'heures exclut les heures supplémentaires, puisqu'on est sur 35 heures hebdo, donc 151h67 par semaine, par mois. Mais le taux horaire qui s'applique pour indemniser est le taux horaire de calcul des congés payés. Et donc, il tient compte des heures supplémentaires. C'est un taux moyen pondéré. Oui, voilà. Alors tout à fait, je suis d'accord avec vous. Alors, je me suis peut-être mal exprimée, mais oui, c'est bien ça, en fait. Hein. Ah, les heures donc, il faut bien ne pas tenir compte de vos heures structurelles dans les heures d'indemnisation, mais effectivement, c'est bien l'assiette de calcul des congés payés qui prévaut pour le calcul de l'indemnisation. Tout à fait. Je me suis peut-être mal exprimée. Hein. Ok. Ok, c'est plus clair. Merci. Karine Dora avait des commentaires provenant de la directe. Oui, alors c'est pas du tout mes commentaires personnels, mais on a reçu un message de la directe juste avant le webinaire. Donc juste pour nous préciser que l'idée c'est bien que les entreprises fassent plusieurs scénarios pour justifier leur plan de trésorerie et des mises en garde. La première, certaines entreprises déjà fragiles et entre guillemets techniquement dépassées vont se pénaliser en souscrivant ces crédits. Elles seront liquidées et laisseront des dettes publiques. Une deuxième mise en garde, des entreprises fragiles présentant un vrai avantage techno doivent être sauvées autant que possible et c'est l'objet de la garantie à 90% de l'État. Et enfin, les entreprises qui n'ont pas besoin de ce PGE sont plutôt très malvenues de le demander, surtout si c'est pour faire de la délocalisation, fragiliser ou racheter des concurrents, racheter des actions, etc. Donc voilà pour les commentaires de la directe. Très bien. On arrive au bout du webinaire. Merci beaucoup à nos intervenants, à Nicolas et Nicolas Payon et sa collaboratrice dont j'ai pas retenu le nom, mais tu peux peut-être la présenter, Nicolas, qui est redis s'il te plaît. Anne Brifaz. Je n'aurais pas donné son nom, vous allez vouloir me le piquer après. Anne Brifaz qui s'occupe des RH et de la gestion RH de la paix chez Am France, c'est ça? Oui. Et puis Karine, merci à Karine Salvi également. Merci à tous les deux, merci à tous. Nous avons un autre webinaire jeudi, nous changeons de sujet et nous allons parler de gestion du stress avec notamment un ancien pilote de ligne qui a vécu ce type de, enfin, des situations de crise dans des avions en mauvaise posture. Voilà, donc ça sera également intéressant, mais ça sera tout un autre sujet. En revanche, pour revenir sur les plans d'accompagnement, nous programmerons un webinaire prochainement avec les banques BPI France et banques partenaires. Merci à vous. Question avant qu'on... Allô? Oui. Est-ce que je peux me permettre 2-3 réflexions avant qu'on se quitte?
Vous m'entendez là ou pas? Oui, question. Allô, oui, oui. Alors, en fait, je me suis renseigné sur les différentes aides possibles. Il y a une première remarque que je veux faire. Lorsqu'on nous parle du report possible de certains loyers, il faut savoir que c'est quasiment pas possible. Puisqu'en fait, les critères d'éligibilité, il faut être éligible au fonds de solidarité. Si vous allez regarder dans le détail de quoi il s'agit, vous allez voir qu'à mon avis, aucun autour de cet écran n'est intéressé par ce sujet. Donc, faut pas y compter. Deuxième réflexion que je me suis faite en échangeant aujourd'hui, un avec les banquiers et deux avec notre expert comptable, c'est qu'en fait, les banques, enfin en tout cas les miennes, moi je suis à la BPA et à la Lyonnaise de Banque au CIC, ont automatiquement décalé tous les crédits baux de 6 mois. En disant comme ça, vous aurez effectivement des facilités de trésorerie, ça vous protège pour l'avenir, etc. Vous gardez à l'esprit toujours que ces crédits baux sont des charges. Et puis dans mon analyse, je me suis dit, si d'aventure l'année se termine quand même correctement, on pourra toujours éventuellement les rembourser par anticipation, mais surtout, c'est une charge en moins et qui peut générer effectivement un impôt société supplémentaire. Donc, il me semble que le PGE est nettement plus intéressant dans la mesure où, bien sûr, où le banquier vous le propose. Moi, c'est mon cas. La formalité est relativement simple à mettre en œuvre pour un coût, somme toute, très, très raisonnable. Parce que 0,25% la première année, faites le calcul, c'est une préservation de notre trésorerie pour un coût quand même qui n'a aucun rapport avec le coût d'un découvert ou d'autres formules. Donc moi, j'ai plutôt opté pour reprendre immédiatement le remboursement de tous mes crédits baux. J'en ai 5 en cours sur les machines. Et plutôt faire appel au PGE qui, lui, va me permettre de donner un confort de trésorerie alors qu'aujourd'hui, les banques sont très à l'écoute et très en force de proposition pour vous inciter à le faire, quoi. Donc voilà un petit peu ce que j'ai décidé de faire chez Advitis. Sur la notion de charge de leasing décalée, Christian, ça peut se discuter au niveau comptable et fiscal parce que ta machine, elle tourne. Oui. D'accord. Donc tu consommes ton contrat. En fait, c'est juste une modalité de paiement qui est mise en place. C'est-à-dire que c'est ton fournisseur, entre guillemets, en l'occurrence ton crédit bailleur, qui t'accorde 6 mois de délai. Mais en soi, ça ne modifie pas en principe la notion de charge au sens comptable de la chose. Hein. Ça se discute. Hein, ah oui, d'accord. Oui. Moi, dans mon esprit, ouais. Dans la mesure où d'accord. Parce que moi, dans mon esprit, dans la mesure où on ne paye pas le crédit bail, donc le loyer en fait, et qu'il est décalé de 6 mois, sur l'exercice en cours, tu as une charge nulle. Oui, mais comptablement, ça peut très largement se discuter. Ah oui, d'accord. Ok, bon. Mais bon, ça c'est très bien, merci. Merci à tous. Il est temps de clore ce webinaire. Donc, on vous enverra les présentations et les outils qu'a proposé Karine. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.